Question, hein? N'était pas. Hey. Je vais vous poser des questions. Professeur Aurag, merci pour la communication. Moi, juste une petite question. Vous avez parlé des besoins de doctorants aux États-Unis, en France et un peu partout, mais vous n'avez pas fait allusion donc à notre pays. Les doctorants, donc. Vous avez parlé d'ingénieurs de 9% qui vont au doctorat en France. Demain. Aux États-Unis, il y a 30%. Demain, je donne les informations sur l'Algérie. Et chez nous, je ne sais pas. Parce que ça peut être, ça intéresse tout le monde. Le chiffre est important. Nous, la croissance, elle est de 22%. La croissance, elle est de 22%. C'est-à-dire que l'augmentation du nombre de doctorants est de 22%. Mais nous ne sortons pas 25 000. Je dis l'augmentation, la croissance, hein, de 22%. Mais le nombre de thèses soutenues par an ne dépasse pas 3 000. Voilà. Et nous avons besoin, donc ça dépend, parce qu'on chiffre le nombre de doctorants par millier d'habitants. Par millier d'habitants, d'accord? Nous sommes à 0,22%. Nous sommes à 0,22% de doctorants par millier d'habitants. 0,22, hein? Pour 1 millier d'habitants, nous avons 0,22 doctorants. D'accord? Pour 1000 habitants, nous avons 0,22 doctorants. La moyenne dans le monde est de 9 doctorants par 1000 habitants. Le nombre le plus important est en Suisse, 17 pour 1000 habitants. Donc, il y a encore du chemin. Voilà. Monsieur Aurag, merci beaucoup pour cette conférence, vraiment qui apporte des connaissances très importantes pour nos étudiants et même pour des enseignants, pour tout le monde. On souhaite qu'il y ait d'autres conférences, Inch'Allah, dans ce domaine. Moi, je voudrais quand même poser la question suivante. Quand on s'inscrit dans un réseau social, dans certains réseaux, et qu'on veut être aidé dans un article, etc., avec des chercheurs du même thème, du même domaine, il n'y a pas un risque quelque part, un risque, peut-être pas de copier notre travail mot à mot, mais il peut se baser sur ça pour développer davantage ou pour nous prendre de vitesse dans quelque chose, etc. Il y a quand même un risque que nous courons, hein. Je ne sais pas s'il y a un éclaircissement à donner. Non, hein? Vous avez raison. Mais dans tous les cas, un fraudeur est un fraudeur. C'est dans sa nature. Qu'il soit dans un réseau social ou qu'il ne soit pas dans un réseau social, s'il veut frauder, il peut accéder à l'information, d'accord? Mais, ce qui est important, d'accord, c'est que, comme j'ai dit, quand vous voulez publier un article, et ça c'est un conseil que je donne à l'ensemble des étudiants qui sont novices dans ce domaine, qui ont peur que leur travail soit pris par quelqu'un d'autre. Il faut le mettre, comme j'ai dit, dans un DOIJ. Qu'est-ce que ça veut dire dans un DOIJ? Vous avez un article, mais il ne publie pas. ما راك عارف لا مليح ولا ماشي مليح. ومن بعد راك باغي ديره la communauté. La communauté va vous aider à améliorer la qualité de cet article. Donc vous allez le déposer dans un dépôt
d'accord, comme j'ai dit, le dépôt institutionnel, ce que j'appelle un dépôt institutionnel, le directory, les DOIJ, ils vont vous donner un numéro d'inscription, d'accord, et avec la date. Cet article a été déposé le 19 février 2015. Et vous, le 25 février 2015, vous allez le mettre sur ResearchGate, sur la communauté, pour le partager, pour qu'ils puissent vous donner leur avis, hein, pour améliorer. Il a واحد آخر ده. D'accord? Ou ده. Vous pouvez attaquer cette personne. Moi, avant que cet article, la pris et l'a publié, voilà la date, hein, où j'ai déposé mon article. Bien avant la date où celui-ci a publié son article, il a été envoyé à soumission. Donc il y a ça, d'accord? Vous pouvez... Il y a qui m'a dit que la cour pénale de la Haye, hein, pour des délits, hein, mais pour la science, il n'y a pas de cour, hein, pénale, hein, de la science pour poursuivre une personne. Un chercheur est normalement doté de l'éthique et de la déontologie, hein, d'accord? Donc les fraudeurs, il n'y a pas beaucoup. Mais quand je dis sur les 100 personnes que vous allez contacter, vous allez quand même apprendre, hein? Donc si vous allez dire le risque, أنا غادي تديري لي دوني تاعي ولا غادي تديري الآخر هذه ولا etc. Il y a le risque. Il y a le risque. Mais bon, moi si je suis un jeune chercheur, d'accord, toutes les idées que je développe ne sont pas des idées révolutionnaires, quand même. Il ne faut pas s'attendre, hein, que nous ayons des idées révolutionnaires. Un Einstein n'apparaît que les 500 ans, tous les 500 ans, hein. Un Newton apparaît tous les 300 ans, hein. Donc, on va pas, il faut dire la vérité, hein, d'accord. Ici, c'est un génie, hein, d'accord. Il n'a pas besoin que les autres lui disent. Il est sûr de lui-même, de sa théorie, hein. Il n'a pas besoin des avis des autres, d'accord. Donc, mais je dis pour un jeune chercheur qui n'a pas autour de lui des compétences qui peuvent l'aider, qui peuvent le guider, au moins il peut avoir une idée globale sur son travail, même s'il ne donne pas tous les rudiments, hein. Mais il dit, voilà, au moins questionner la communauté sur la pertinence de son sujet. La pertinence d'abord de son sujet. C'est ça ce qui est important. Je m'excuse pour une précision encore. Oui, allez-y. Pas pour dans ce... Une autre question. Vous avez parlé du nombre d'années pour soutenir un doctorat, oui. Le nombre d'années. Donc, quand je vois notre réglementation par rapport au nombre d'années, on voudrait bien savoir comment on décide de 3 années pour un doctorat LMD. Ça, c'est les durées minimales. Hein? Et là, durée minimale, effectivement, mais nous, en tant qu'enseignants, on a remis en cause dès le départ. Dès le départ, 3 années avec une publication, avec des séminaires, etc. Ça, c'est une chose. Ce qui vient de nous inquiéter en ce moment, même en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que professeur, c'est le problème du doctorat, donc LMD, en introduisant des enseignements sur 3 ans. Ça, je voudrais bien que vous nous donniez votre avis. Moi, je ne peux pas vous donner mon avis, ça ne me concerne pas. Non, mais, en premier lieu, ça ne me concerne pas en premier lieu. Le doctorat ne dépend pas de moi, d'accord. Moi, je prends après le doctorat, d'accord. Donc, ça me... Doctorat, c'est la recherche quand même. Oui, mais ça me... Doctorat, c'est la recherche. Il faut faire la différence. Oui, pour une année théorique. Oui, pour une année. La direction générale des enseignements, au ministère de l'enseignement supérieur, c'est elle qui s'occupe du doctorat. Ce n'est pas la direction générale de la recherche qui s'occupe du doctorat. Donc, je ne peux pas donner mon avis. J'ai mon avis personnel que je garde pour moi, d'accord. Mais l'avis de l'institution, c'est autre chose. Oui, mais les doctorats, comme vient de le dire mon ami et collègue, les doctorats sont adossés à un seul laboratoire, dans la même filière, alors que nous avions je ne sais pas combien de laboratoires. Non, c'est une question importante quand même, qui relève de la recherche. Parce que là, une année théorique, ok. Mais après, l'étudiant doctorant, il a des stages à faire, il doit être mobile, comment il doit suivre des cours ou bien il doit faire sa recherche? Vous savez, la notion de doctorat n'est pas universelle d'abord.
chaque pays adopte une approche du doctorat. Donc nous avons choisi l'approche française, d'accord, du doctorat. Les approches anglo-saxonnes, par exemple, toutes les approches anglo-saxonnes, hein, c'est une année théorique obligatoire. Je prends l'Allemagne, je prends la Finlande, je prends le Danemark, je prends la Hollande. C'est une année théorique avec examen. D'accord? Je prends les États-Unis. Les États-Unis, c'est différent. Les États-Unis, il y a 2 étapes dans le doctorat. Vous vous inscrivez dans le doctorat, on vous donne un sujet. On vous laisse travailler pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, il y a un pré-jury. Vous passez devant un pré-jury, il vous écoute, il voit si vous avez compris votre sujet, si vous avez bien appréhendé ce sujet. Il vous apprive les années qu'il faut, sinon il vous arrête là-bas. Vous n'êtes pas fait pour faire un doctorat. Donc les systèmes diffèrent d'un pays à un autre. D'accord? Donc nous ne pouvons pas suivre un système, peut-être qui ne s'adapte pas pour nous. D'accord? Donc il faut voir un système qui peut s'adapter à notre configuration actuelle de la recherche de façon générale. Mais je ne pense pas qu'il y ait un système qui est meilleur qu'un autre système. Mais chaque système s'adapte par rapport à un autre système, d'accord? Donc, mais je dirais, quand vous avez vu, parce que pourquoi? Il ne faut pas oublier que nous, à la différence, nous soutenons le doctorat. Qu'est-ce que ça veut dire, nous soutenons le doctorat? En Angleterre, la soutenance du doctorat est sur 2 étapes. Quand vous préparez votre thèse, hein, vous avez le jury est composé de 2 personnes, ce qu'on appelle l'internal examiner et l'external examiner. Vous avez un membre du jury de votre université et un membre du jury d'une université extérieure. 2, elle n'est pas publique. Les soutenances ne sont pas publiques. Vous rentrez dans une salle, vous montez au tableau, la première partie, c'est les questions sur votre cursus. حتى اللي يكمل يبدلها لك من اللي قريت في المات في البريمير اني في الدوزيام اني في التروازيام اني يحط لك لي كيستيون دي زيكزارسيس ريبوندي. La deuxième partie, c'est sur votre thèse. Parce que c'est normal. Vous allez être docteur. Si vous allez être docteur, ça veut dire que vous êtes docteur en physique. Vous maîtrisez toute la physique. Qu'est-ce qu'on remarque? Il est docteur en physique, mais ça y arrive avec le thème تاعه. Il a des questions fondamentales de physique, il ne sait pas répondre. Alors que vous êtes docteur en physique, vous êtes censé être spécialiste dans ce domaine, connaître tout le monde de la physique. Donc il y a ce type. Donc vous voyez, chaque pays voit la notion de doctorat par rapport à. Et deuxièmement, nous, c'est gratuit. Le doctorat est gratuit, en plus on vous donne une bourse. Aux États-Unis, l'encadreur, pour prendre un étudiant en doctorat, il faut qu'il trouve le financement. Le financement, il y a d'une société ou d'une entreprise. Donc l'étudiant va travailler sur le sujet de l'entreprise. Donc il y a un compte à rendre à la fin. Si le doctorat n'a pas produit un résultat, c'est son contrat qui est annulé, le directeur de lab. Même le directeur de lab. Vous savez qu'aux États-Unis, d'être directeur de laboratoire, vous avez des directeurs de laboratoire qui ont 20 doctorants dans une salle de 3 mètres, de 4 mètres sur 4 mètres, auxquels ils sont à l'aise. Parce que pourquoi? Parce que le directeur de laboratoire loue les locaux de l'université. L'université ne lui donne rien gratuitement. Bureau, tu le loues. Donc si tu as beaucoup d'argent, tu loues beaucoup d'espace pour mettre tes étudiants à l'aise. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es obligé de les entasser, 10 dans un bureau. Donc, tout est un problème de business. Donc, tant qu'on donne de l'argent, tant que le directeur de laboratoire on continue à faire, d'accord, dans la nonchalance, et on reste, parce que ça marche, il y a des financements. Mais le jour, on dira,
que le financement n'est plus assuré par l'État, que vous devez aller chercher vos financements, vous allez voir, la réflexion sera différente. Merci beaucoup. On va passer à d'autres intervenants. Salam alaikum. Je vous remercie vraiment pour cette conférence. Vraiment, c'est très bénéfique pour nous. Donc, moi, je veux savoir, je vais vous questionner sur les orientations de la nouvelle loi sur la recherche scientifique et le développement technologique promulguée le 30 décembre 2015. Donc, demain, il y a je pas vais mal. en parler en détail. Hein? Ils ne sont pas, si vous voulez écouter demain, vous. À 9h30. Demain, à 9h30, je vais parler de ça. Ah, d'accord. Si vous êtes là, il n'y a pas de souci, vous allez entendre. Hein? Ah, okay. D'accord? Parce que ça va me prendre du temps. Hein? D'accord, ok. Bon, ok. Ça. Merci, Monsieur Aourag, pour cette conférence très intéressante et qui, à mon avis, nous met face à un problème que nous connaissons en tant qu'enseignants-chercheurs et même nos doctorants. C'est le problème des nouvelles technologies que nous ne maîtrisons pas. Nous ne les maîtrisons pas et nous ne les connaissons pas. Parce que de temps en temps, on apprend, par exemple, en ce qui me concerne, qu'il y a un logiciel pour faire tel type d'analyse. Mais nous ne l'avons pas. Et j'étais en train de me dire avec mes collègues, comment peut-on faire en sorte pour que l'université ou une instance au niveau de la faculté puisse faire circuler, par exemple, les réseaux dont vous avez parlé. Comment faire pour y accéder? Je ne parle pas des réseaux sociaux, mais par exemple, le Mendeley. Il faut des formations, il faut une information et il faut des formations. Et la même chose pour des logiciels, par exemple, d'analyse, de discours, pour ce qui relève de notre spécialité. Donc, je ne sais pas s'il faut créer des relations entre des laboratoires pour que des ingénieurs ou des informaticiens travaillent avec des labos de sciences sociales, mais il me semble qu'il faut à tout prix qu'on essaye de trouver le moyen par lequel être informé et être formé à ces nouvelles techniques. Pour moi, c'est très facile, madame. Oui. Je crée une école doctorale. Oui. Donc, si je crée une école doctorale, les premiers cours que je dois en donner, c'est donner de l'information à mes étudiants sur tous les outils qui peuvent leur rendre la vie facile. D'accord? Donc même si votre laboratoire n'est pas, l'université doit travailler dans un esprit communautaire. Nous, ce qui manque ici, c'est cet esprit communautaire. Chacun garde l'information pour lui. En pensant de l'égoïsme scientifique, en gardant de l'information, c'est pour que l'autre ne se développe pas, je la garde pour moi cette information. Donc nous n'avons pas cet esprit de travailler en communauté. De quand j'ai quelque chose en plus, je la partage avec mes collègues. Mais généralement, il y a cette problématique. Ça, par exemple, le Mendeley, c'est une décision qui doit être prise en conseil d'administration, au conseil scientifique d'université. Dorénavant, dans toutes les écoles doctorales que je fais à l'université de Bjeya, j'exige que cet outil soit enseigné pendant 15 jours, quitte à former une personne. D'accord? C'est pas. Vous savez, quand il y a de la, je dirais, de la volonté. Vous l'apprenez, moi je l'ai appris en 3 jours, 4 jours, donc, et vous allez l'utiliser, donc on n'a pas besoin de vous faire apprendre. C'est comme le Word, c'est comme la Chol. En tâtonnant et en faisant plusieurs exemples, vous allez apprendre à faire ceci. Mais il faut que ces choses-là, ce sont des choses de base, je pense. Ces choses-là, ce sont des choses de base que nous devons apprendre à nos étudiants. Parce que pourquoi? Parce que nous devons apprendre à nos étudiants d'être autonomes et de ne pas dépendre de leur encadreur. Parce que ça élève leur niveau de façon autonome, et ça, ce qui est important. Maintenant, par exemple, vous, les logiciels, sur les réseaux sociaux, vous allez trouver des gens qui vont vous aider.
à avoir ce logiciel, à vous donner. Vous savez, il y a beaucoup de logiciels, c'est pour ça que je dis, moi, à tous mes étudiants, je leur dis, n'utilisez pas des logiciels commerciaux. Ou utilisez de l'open source. Nous, on s'efforce d'utiliser le Microsoft Office, le Windows. Et vous savez tous, le Windows, c'est du commercial. Donc, tous les logiciels qui sont sous Windows, il faut payer. Et si vous allez travailler sur l'Unix, vous savez, aux États-Unis, c'est interdit de travailler avec le Windows. C'est interdit dans les institutions académiques. C'est l'open source. Logiciel gratuit. Et le logiciel gratuit, c'est l'Unix. La NASA, en Madrakam la NASA, c'est l'Unix. Parce il n'y a pas de virus. Il n'y a pas de contamination. Et puis, c'est des logiciels qui sont libres, accès gratuit, d'accord? Et développer les autres, et tous les logiciels scientifiques, les logiciels scientifiques de science pure et dure, sont tous sous l'Unix. Parce qu'un développeur, celui qui développe le logiciel, il ne va pas aller acheter pour des logiciels qui sont déjà commerciaux pour développer un autre logiciel. Il va essayer de trouver ce qu'il y a pour donner la possibilité. Parce que quelqu'un qui est dans l'académique, il sait qu'il est un chercheur, il n'a pas beaucoup d'argent. D'accord, pour se permettre d'acheter des logiciels. Donc il fait en sorte de développer des choses qui sont pour la communauté, gratuitement pour la communauté. Ça c'est important quand même. Donc moi je dis, il faut développer l'Unix. Ça c'est une des politiques d'une université académique, c'est d'apprendre à nos étudiants à utiliser l'Unix. Maintenant, il y a Linux, c'est-à-dire l'Unix adapté à un PC. C'est comme le Windows. Il y a les fenêtres, c'est très simple à utiliser, très convivial, très portable, et ça permet de faire des choses extraordinaires. Mais nous, on s'entête à continuer à travailler avec. C'est pas adapté pour un scientifique. C'est pas adapté pour un scientifique, ça c'est... Voilà. Il y avait là-haut au fond, vous voulez poser une question, oui? Allez-y. Je vous écoute, allez-y. Bien sûr, c'est tout. Vous pouvez avoir des images, des vidéos, tout ce que vous voulez dans votre bibliothèque. C'est votre domaine, il y a tous les domaines, donc il n'y a pas de souci. C'est un outil pour la recherche, quel que ce soit en sciences sociales, ou que ce soit en chirurgie, ou que ce soit en sciences dures, ça s'applique pour tout le monde. Tadal. Allez-y, je vous en prie. Merci premièrement pour votre exposé et bienvenue à Béjaïa. Donc, concernant un peu le thème de votre conférence, je pense que, peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a aussi un problème d'environnement. Donc, un environnement, je veux dire que si on prend un jeune chercheur dans un laboratoire, comparativement à ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, donc dès qu'il s'insère dans un laboratoire, il trouve à côté de lui tout est prêt pour... donc peut-être il y a l'aspect d'un personnel de soutien qui permettrait peut-être d'aider à faire, c'est-à-dire à en profiter de ces réseaux sociaux. Donc un exemple, si on a des ingénieurs dans des universités, soit à l'université ou dans les laboratoires de recherche, si on a un personnel qui s'occupe, peut-être un personnel qui est expert et qui s'occupe de ces réseaux sociaux, ça sera beaucoup plus simple aux chercheurs de tirer profit de ça. Mais bon, ça dépend des moyens que nous avons. Oui,
Mais c'est un point, mais si vous remarquez avec moi, il y a aussi un aspect très, je ne sais pas ce que c'est, comment on peut appeler ça. C'est pathologique. Parce que vous comparez toujours par rapport aux États-Unis. Et les gens pensent que les États-Unis, c'est le paradis dans la recherche. Il faut faire la distinction. Aux États-Unis, il y a deux types de laboratoires. Il y a les laboratoires universitaires, ils sont nombreux. Où le chercheur, le directeur, s'il veut créer un laboratoire, il crée un laboratoire. C'est interne à lui. Quelle commission, quel laboratoire, j'ai de l'argent, je loue chez l'université des locaux, j'ai 4 étudiants, j'ai 5 étudiants, je leur achète un PC de mon argent que j'ai fait rentrer dans le cadre de mes transactions que je fais dans le cadre de projets. Donc, ça dépend de votre argent. Et puis, il y a les laboratoires nationaux de recherche, ce qu'on appelle National Laboratory. Ça rentre dans la stratégie du pays. Ces laboratoires nationaux, ils ne sont pas nombreux, c'est l'État qui les soutient. Mais c'est l'État qui leur impose les sujets. C'est l'État qui leur impose les sujets. Des docteurs, voilà le sujet le docteur sur lequel il doit travailler. Ça rentre dans une politique, ça ils ont les moyens. Les ingénieurs, les techniciens, les microscopes, l'ARMN, mais l'autre, ils comptent ces sous. Pour faire un ingénieur, il faut un ingénieur, parce que vous savez tous qu'aux États-Unis, on est payé sur 9 mois de salaire. Les 3 mois de Brala, on a le salaire تاعك. Ça veut dire le salaire, l'université te garantit 9 mois de salaire, et les 3 mois, les praoulek, sur les contrats avec l'industrie, avec les entreprises, donc c'est pour ça que le périmètre public, donc ça veut dire un chercheur congé fait les États-Unis, les 3 mois, il faut qu'il trouve des moyens pour se payer d'abord son salaire pendant ces 3 mois. L'université te garantit que les 9 mois de salaire. Donc la vision est complètement différente. C'est-à-dire que nous avons les moyens, c'est l'État qui donne tous les moyens. Là-bas, l'État ne te donne pas les moyens. Les moyens, c'est toi de les trouver. Ta recherche est intéressante, ça veut dire, j'ai un la NASA, j'ai un Boeing, j'ai un l'Achor, donc elle te demande, parce qu'elle te connaît ses valeurs, voilà, on fait un contrat de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, ça me permet de donner 10 bourses. Donc je vais calculer 10 bourses. Donc je vais recruter 10 chercheurs, des bourses. Ça me permet de payer un ingénieur. Ça me permet de payer 2 ingénieurs. Ça me permet de payer 3 ingénieurs. Donc sur cette somme, je crée mon environnement. Mais c'est l'État. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on a apporté comme solution socio-économique à ce pays? Est-ce que la recherche aujourd'hui a solutionné les problèmes de ce pays? C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai dit. Parce que je le dis, moi-même, nous vivons dans un vase clos. C'est-à-dire que l'université est complètement déconnectée de son monde extérieur. Elle vit dans l'académique. La seule référence, c'est ce que se fait dans le monde. Est-ce que ma recherche est adaptée à ce que se fait dans le monde? Donc, les météorites, c'est de la science-fiction pour moi. Moi, qu'est-ce que ça va me résoudre dans ce problème d'étudier ceci? Donc, il faut que l'université, les sujets s'adaptent à la réalité du pays et non pas à la réalité du monde. La réalité du monde, elle est autre chose, mais la réalité du pays, c'est autre chose. Donc, il faut que nos sujets aussi, l'université pose des sujets qui sont vraiment des sujets qui intéressent le pays. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai besoin de chercheurs, j'ai besoin de la... Mais on contrepartie, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez résolu des problèmes? On n'a pas résolu ces problèmes-là. Est-ce que la recherche ne peut pas résoudre ces problèmes-là? C'est ça le vrai dilemme aujourd'hui. Donc, je n'incrimine personne, mais je dis que nous avons tous une part de responsabilité, et que cette part de responsabilité,
nous devons aussi l'assumer, c'est tout. Ok, merci. Il y a peut-être aussi un point pathologique, si vous êtes d'accord, c'est pour la plupart des chercheurs algériens, c'est l'utilisation des emails non académiques. C'est-à-dire jusqu'à quand? Je vais vous dire une chose, honnêtement. Je ne pense pas que l'université ne vous donne pas des emails. Oui, absolument, non. Mais il y a une tradition que le chercheur ne fait pas confiance à l'email de son université. Et voilà. Ah oui, le mouchkil là. Hein? Mais il y a de quoi Il dire Yahoo ou il dire Gmail, alors que Yahoo, Gmail, c'est les mecs qui sont les moins sécurisés. Parce que tout le monde peut lire. Alors que l'email TAC al-Jamia, il est plus sécurisé. Mais on continue à faire en sorte de ne pas avoir des emails universitaires. Moi, j'utilise mon email universitaire, ça marche très bien, j'ai jamais eu de problème. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas que dans les universités, il y a un problème de gestion des boîtes email. Mais on a cette tradition qu'on ne fait pas confiance à l'email de l'université. On parle, ou il n'est pas stable, ou des fois il joue, ou des fois il joue. Et donc, on délaisse la Yahoo, ou la Gmail. Et puis, parce que pourquoi? Je veux dire. Parce que les réseaux sociaux, les applications, les talons Android, Gmail, c'est du commercial. Ça veut dire que la Gmail, chacun fait l'Android tout ce qui est confidentiel que vous faites, les communications, tout ce que vous faites, il sait tout. Et c'est pour ça que l'espionnage se fait. Les États-Unis espionnent tout ce qu'on fait partout dans le monde. On le fait indirectement à travers nos adhésions à ces choses-là. Vous savez bien que les emails universitaires, ils sont protégés par des firewalls. On ne peut pas accéder comme ça dans un email d'une université. Il est sécurisé, il y a plusieurs couches de sécurité. Je fais plus confiance à mon email d'une université qu'à Yahoo ou qu'à Gmail. Merci. On va s'arrêter? Oui, une dernière question. Ouais, une dernière question. Bonsoir. Bon, vous venez de dire qu'en quoi, en fait, la recherche n'est pas adaptée aux besoins du pays. Ben, il y a certains qui sont en face d'un problème. Si on travaille sur, par exemple, un problème qui est purement en fait national, local, le travail peut ne pas être publié. Alors que pour soutenir un doctorat, par exemple, il faut une publication internationale. Et des fois, ils nous disent qu'en quoi, voilà, il faut vous adresser à une revue locale, nationale, africaine, tout ça. Donc, bien sûr. Bien sûr. Dans mon cas, par exemple... Nous avons introduit, justement, dans la loi de la recherche, une nouvelle thèse. Il y a la thèse que vous connaissez, universitaire, et il y a la thèse maintenant en entreprise. Donc la thèse en entreprise, le financement vient de l'entreprise, ça veut dire c'est comme moi l'entreprise, au lieu de donner mon argent aux impôts, je transforme cet argent en bourse. Donc je dis, moi, Sonatrach, j'ai 40 bourses que j'offre à des doctorants, mais qu'ils travaillent. Les sujets, c'est mes sujets que je vais proposer à ces doctorants. Donc je leur donne une bourse qui peut être le double ou le triple de la bourse qu'a un doctorant dans le système classique. Mais le doctorant est obligé à travailler sur cette thèse. Mais cette thèse en industrie, en entreprise, elle ne permet pas à l'étudiant d'accéder à l'université. Ça va lui permettre d'aller travailler chez Sonatrach. D'accord? Donc ça, oui. Mais quand je fais une thèse académique, c'est ça le problème. Quand on voit doctorat, automatiquement, qui dit doctorat dit une place à l'université. C'est ça la problématique. C'est-à-dire que tous les étudiants veulent avoir un doctorat avec l'idée que ce doctorat lui permet d'avoir un poste à l'université. Donc la progression académique dans l'université, elle se fait par des moyens académiques qui sont les publications. On ne peut pas enlever la mesure académique de la progression dans une université. C'est la seule mesure qui permet de garder
une certaine notoriété à la fonction de professeur ou à la fonction de maître de conférence, etc. Mais nous avons toujours rattaché la notion d'enseignant à la notion de doctorat, ça veut dire que je vais devenir enseignant. Mais il ne faut pas oublier que dans quelques années, combien de postes c'est négligeable. Hein? Et combien de doctorats nous sommes en train de former? Donc, il faut valoriser le diplôme de doctorat en industrie. Il faut que le docteur qui est à l'industrie ait les mêmes salaires, hein, ou les mêmes moyens qu'il a dans l'université. Et là, il peut créer des structures de recherche et de développement, il peut continuer à faire de la recherche et de développement, il peut continuer à faire de l'innovation, de la créativité, etc. Le problème, pourquoi notre entreprise ils sont qui au ralenti, ou là ils ne sont pas émergentes, ou nous sommes classés derniers dans l'innovation? Parce que dans l'entreprise, il n'y a pas de recherche et de développement. Parce que le diplôme de doctorat n'est pas reconnu dans l'entreprise. Vous savez tous que le seul secteur qui reconnaît le diplôme de doctorat est l'enseignement supérieur. Aucune entreprise, aucune autre institution ne reconnaît le diplôme de doctorat. Donc c'est normal que le docteur qui le seul secteur qui reconnaît son diplôme est l'enseignement supérieur. C'est pour ça que dans cette nouvelle loi de la recherche, on a introduit la valorisation du diplôme de doctorat dans le secteur socio-économique. Ça veut dire que le diplôme de doctorat va permettre à un titulaire de doctorat d'aller travailler dans n'importe quelle entreprise par rapport à son diplôme. Par exemple, on a un exemple, Sonatrach, elle envoie en formation des PhD, qui ont le PhD, elle ne reconnaît pas leur PhD, sur la position d'ingénieur, malgré ils sont payés sur la fonction et non pas sur le diplôme. Chef de département, chef de service, etc. C'est incompréhensible. Donc cette loi rétablit cette injustice où le docteur doit être un diplôme phare dans toutes les institutions du pays. Ça veut dire que quelqu'un qui a un doctorat, son diplôme est reconnu et il est payé par rapport à son diplôme et non pas par rapport à sa fonction. C'est ça l'objectif, je pense. Parce que là, si on continue comme ça, on va devenir comme l'Égypte. Des dizaines de milliers de docteurs chômeurs. C'est un vrai problème. Si avec un doctorat je suis chômeur, c'est grave. Voilà, je vous remercie.